pourriez-vous vous présenter? Écoute, oui, merci Wen de cette interview. Alors je suis Patrice Huybran, j'ai 51 ans. J'ai commencé ma vie active dans les armées, donc après Saint-Cyr, une carrière d'officier avec projection extérieure, expérience humaine très forte, avec aussi l'école de guerre. Et ensuite, étant militaire, j'étais spectateur du déclin du pays, sans avoir la main sur les causes, puisque heureusement encore aujourd'hui, les causes sont extra-militaires. Et donc, ça m'a amené à me reconvertir pour avoir une liberté d'engagement, de parole. Et ça m'a amené à rejoindre la fonction publique civile, en tant que haut fonctionnaire. Donc, ça m'a permis de découvrir les arcanes de la haute fonction publique. Et ensuite, ayant connu les armées et la haute fonction publique, je me suis dit, je ne connais pas ceux qui nous nourrissent, les entrepreneurs. Et donc, j'ai rejoint pendant 5 ans le secteur privé en tant que cadre dirigeant. Et parallèlement à ça, j'ai créé, donc on va en parler, Nouvel Essor Français. Alors super, pourriez-vous présenter votre parti politique que vous avez créé? Oui, alors que j'ai créé avec plusieurs dizaines de Français. Alors, en fait, Nouvel Essor Français est issu de la colère d'un certain nombre de nos compatriotes et plutôt que, comme 65% des Français, un CF, le dernier sondage Cevipof, plutôt que de se retrancher sur sa vie personnelle et de se désengager totalement de la vie de la cité, on s'est dit on peut pas supporter le déclin de la France sans rien faire. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, parce que la situation est quand même assez verrouillée et on voit pas beaucoup de lueurs d'espoir. On s'est dit on va faire ce que les partis politiques ne font pas ou ne font plus, c'est-à-dire travailler à un vrai projet de refondation du pays, car gouverner la France, ça ne s'improvise pas du tout. Qui plus est, quand le pays est en crise. Une fois que vous êtes aux manettes, c'est un petit peu le grand 8 des fêtes foraines. Vous êtes scotché au siège, vous n'avez plus le temps de réfléchir. C'est le temps de l'action. C'est avant qu'il faut réfléchir. Un peu comme le général de Gaulle en 58. Je vous renvoie à l'ouvrage Georgette Elget, De Gaulle à Matignon. En tant que dernier président du Conseil de la 4e République, il a redressé de manière spectaculaire le pays qui était sous tutelle du Fonds monétaire international, déjà à l'époque, on l'oublie souvent, en signant plus d'une ordonnance par jour. Mais être capable de signer plus d'une ordonnance par jour en prenant des mesures de bon sens et, je dirais, coordonnées complémentaires, c'est le fruit d'un long travail. Il a travaillé pendant 12 ans de traversée du désert, et ce qui fait qu'il avait les idées claires quand il est arrivé aux manettes, parce que gouverner la France, je répète, ça s'improvise pas. Et surtout, pour être bon, il faut travailler. Tous ceux qui nous écoutent savent que dans leur métier respectif ou quand on est à la fac, pour être bon, il faut travailler. C'est pas parce qu'on travaille qu'on est bon, mais tous ceux qui sont bons travaillent, et nos politiques ont souvent oublié de travailler. Ou alors, quand ils se mettent à travailler, c'est une fois aux manettes, mais c'est trop tard. C'est surtout travailler avec aussi un groupe d'experts. Et comme vous disiez aussi, ça s'improvise pas d'être président. Et donc, je suppose que c'est pas un projet comme ça, apparu du jour au lendemain. Vous avez bien réfléchi, et ça fait combien de temps un petit peu que vous avez travaillé sur ce projet? En fait, maintenant, ça fait plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans qu'on a analysé toutes les politiques publiques sans a priori, sans idéologie, parce que l'idéologie, je dirais, n'est pas compatible avec la démocratie, qui est le régime du doute. On n'a pas de vérité révélée comme ça. On a des convictions, mais on n'a pas de certitude. Donc tous ceux qui ont de l'idéologie, généralement, ça perturbe le jeu démocratique. Donc sans idéologie, sans a priori, avec beaucoup d'ambition pour la France. C'est pour ça qu'on se revendique gaullien. Je dis pas gaulliste, tout le monde se dit gaulliste en faisant l'inverse. Mais gaullien, c'est quoi? C'est pour ça que le gaullisme originel, il est intemporel, parce que c'est du pragmatisme avec une grande ambition pour la France. Et on est persuadé qu'avec un certain nombre de mesures, non seulement la France peut redevenir le pays le plus prospère et puissant d'Europe, mais même se hisser au 3e rang mondial, sur le podium, qui est le rang naturel de la France, à plein potentiel, derrière évidemment les États-Unis et la Chine, et au coude à coude avec l'Inde. Quelle est votre ligne directrice, votre but dans votre... Le but, c'est de redresser le pays et de faire de la France le pays le plus prospère et puissant d'Europe, et le hisser au 3e rang mondial. D'accord. Voilà, avec un certain nombre de structures, et je dirais de manière très schématique, c'est lâcher la bride sur le cou de nos chevaux de course, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de moins de 5000 salariés, qui emploient 70% des actifs du privé. C'est le cœur du réacteur économique du pays. Et aujourd'hui, ce réacteur est étouffé par l'excès de prélèvements obligatoires et de normes. Donc, lâcher la bride sur le cou de nos chevaux de course, les petites et moyennes entreprises, d'un côté, et de l'autre côté, remettre de l'ordre au niveau sécurité, justice, immigration. Si on fait ça, on est capable donc d'atteindre les objectifs que j'ai mentionnés. D'accord. Et pour réaliser cela, vous avez dit que c'était pas quelque chose d'idéologique, mais aussi quelque chose dans le sens de rassembler les Français autour d'un même point commun. Vous avez dit dans votre interview dans Frontières, c'est quelque chose qui transcende, une conviction très forte
Et ça, j'entends pas ça dans tous les autres partis politiques. Donc, pourriez-vous développer un petit peu Parce qu'on est issu de la société civile. C'est pas un métier, la politique. Normalement, un métier, c'est un temps de sa vie qu'on donne, on se donne à son pays. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de limitation des mandats dans le temps, d'ailleurs, ça fait que beaucoup de politiques transforment leur mandat en métier parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et du coup, quand vous transformez votre mandat en métier, l'objectif n'est plus l'intérêt général et le service de vos compatriotes, mais de plus en plus, c'est de poursuivre des mandats et un parcours politique qui devient un parcours professionnel. D'accord. Et aussi, dans votre livre Nouvel Essor Français, vous, quelque sorte, vous décrivez un petit peu votre parti politique et vous proposez leurs objectifs, etc. Et quel est le but de ce livre? Et parce que j'ai bien lu qu'il y avait des mesures économiques, donc c'est très important pour la France, et peu de partis aussi en parlent non plus des mesures économiques. Le but, en fait, on fait les choses dans l'ordre. Comme n'importe quel entrepreneur, comme n'importe quel service public, on fait le produit, on le teste, on le reteste, et quand on estime qu'il est mûr, ce sera jamais une science exacte. La politique, c'est pas une science exacte, évidemment. Ce sont des sciences humaines, mais à partir du moment où on estime qu'il est solide, il est robuste, il est cohérent, et bien maintenant, on a fait le produit politique, on l'a testé, et on continue à le peaufiner, évidemment. Et maintenant, on fait le marketing, le réseau de distribution. C'est-à-dire qu'on va tirer la manche de tous ceux qui ont la France en partage, au niveau parisien, dans les territoires, et comme aujourd'hui, de manière à redonner de l'espoir et redonner avoir un projet le jour où on est capable de mettre en œuvre, le jour où hélas la situation s'aggrave, on a une alternative. Et sachant que le vrai clivage, c'est pour ça que c'est un projet gaullien, parce que le vrai clivage n'est plus tant entre la droite et la gauche, le vrai clivage est entre ceux qui pensent que la France peut rester une entité politique souveraine, prospère et puissante, et ceux qui sont dans une logique post-nationale, qui pensent que l'État-nation, que la France n'est plus à l'échelle. Et pour nous, c'est faux, parce que dans l'histoire, on sait très bien que la puissance est avant tout une affaire de volonté. Athènes contre la Perse, c'était David contre Goliath il y a 2500 ans. Aujourd'hui, si la puissance était uniquement l'addition de la surface d'un territoire et de la population, on serait depuis des décennies derrière la Russie, derrière l'Inde qui vient juste de nous passer devant, derrière le Brésil, derrière l'Indonésie, etc. Israël, c'est même pas la taille des pays de la Loire, c'est 10 millions d'habitants. Et c'est un des 10 pays les plus influents au monde. Donc il n'y a aucune fatalité au déclin. La puissance est une affaire de volonté. Et évidemment, il y a des coopérations internationales, mais des coopérations entre États souverains, c'est ce qu'on appelle les coopérations intergouvernementales. D'accord. Mais vous insistez énormément du coup sur le terme de puissance. Et j'aimerais savoir pourquoi la France doit être puissante. Tout simplement parce que pour être libre, pour que le peuple français soit libre et maîtrise son destin, je rappelle que la définition de la souveraineté, CF, le rapport du Conseil d'État de 2024, la définition de la souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à maîtriser son destin. Et donc, si on veut maîtriser son destin, avoir la main sur l'alimentation, sur l'énergie, les transports, être capable de se défendre, eh bien, il faut être puissant, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un maximum d'activité économique dans le territoire, il faut qu'on ait une justice qui fonctionne, une école qui fonctionne, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous avez des services publics qui fonctionnent, et si vous avez une économie prospère, ça veut dire que vous êtes puissant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. De facto, vous êtes puissant, et de facto, vous maîtrisez votre destin. La puissance, c'est pas la gloriole. La puissance, ça permet d'être prospère, et ça permet au peuple français individuellement et collectivement de maîtriser son destin. D'accord. Et Nouvel Essor Français, en fait, il se situe actuellement dans un clivage, en fait, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et vous êtes au milieu de tout ça, comme la plupart des partis politiques. Et comment comptez-vous rassembler les Français, justement ? C'est-à-dire que le clivage, comme je le disais, n'est plus entre la droite et la gauche, c'est ceux qui pensent que la France peut rester une entité politique souveraine, que le peuple français peut rester libre et souverain et décider de son destin, et ceux qui pensent le contraire, ceux qui sont dans une logique de déconstruction de la nation, qui est le cœur, qui est le cadre indépassable de la démocratie, soit par le communautarisme, soit par la soumission au droit supranational, le droit européen, le droit extraterritorial, et puis ceux qui font un petit peu les deux. Donc le vrai clivage, il est là. Le vrai clivage, c'est entre ceux qui croient en la liberté de la France et du peuple français et ceux qui n'y croient plus. Voilà, c'est là que le clivage. Et donc nous, on se situe là. C'est pour ça qu'on est dans une veine gaulienne. Et de dire, est-ce que c'est de droite ou de gauche ? Je rappelle que le général de Gaulle a pris des mesures qu'on peut estampiller de gauche avec l'école obligatoire à 16 ans, l'intéressement et la participation dans les entreprises pour mieux répartir les fruits de la croissance entre les employés, les ouvriers et
comment dirais-je, le capital, les patrons, pour faire court. Donc il a pris aussi des mesures qu'on peut estampiller comme progressistes avec la contraception pour les femmes en 67, et puis des mesures de droite libérale classique avec le plan Pinay-Rueff, avec la remise en ordre des finances publiques en 58 et le fait d'avoir un petit peu lâché la bride sur le cou de nos entreprises et donné de l'oxygène à l'économie française. D'accord. Et parce que vous dites ni de droite ni de gauche, tout comme Macron il avait dit à l'époque avec Renaissance. Donc en quoi ça vous vous distinguez Alors, de ce parti politique? Il y a deux péchés originels de mon point de vue vis-à-vis d'Emmanuel Macron et Renaissance. C'est ils ne sont pas, en tout cas, il n'est pas habité par la France. Ça, j'en suis convaincu, puisque quand vous êtes habité par la France, vous parlez de nation, vous parlez de patrie, vous parlez d'ambition pour la France, vous parlez de puissance, vous parlez de rayonnement français. Et lui, en fait, ce qu'on détecte chez lui comme colonne vertébrale, c'est uniquement une Europe supranationale, c'est-à-dire une Europe où on concentre un maximum de pouvoir à Bruxelles au sein d'une commission dont on peut douter de la légitimité démocratique, et ce qui transforme nos gouvernements légitimement, démocratiquement élus en boîte aux lettres. Donc, en dehors d'une Europe supranationale, je pense qu'il n'a pas vraiment de conviction, et surtout, il n'est pas habité par la France. Il se met à parler de souveraineté parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Il n'est pas habité par la France, et le deuxième péché originel, c'est il n'y a pas de projet. Il avait dit à l'époque, la politique c'est mystique. Je veux bien qu'on soit un peu mystique, mais enfin bon, une fois qu'on est aux manettes, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que tout est émaillé, si vous voulez, dans un projet politique. Ça ne s'improvise pas de gouverner un pays, en particulier un pays complexe comme la France. Ce que vous dites sur l'agriculture interagit avec ce que vous dites sur l'économie, ce que vous dites sur l'écologie, tout est maillé. Donc, il n'est pas habité par la France, il n'est pas transcendé par son pays, il est habité par autre chose, et je pense par une Europe supranationale. Et pas de projet. Pas de projet, je vous renvoie à 2017, vous pouvez regarder encore sa profession de foi sur Internet, ou le programme qu'il a fait sur un coin de table de bistrot. Je suis désolé, il avait dit un programme, ça sert à rien, c'est un peu un passage obligé à la présidentielle, donc, et c'est 17 pages essentiellement des photos de lui. Ah, ok. C'est vraiment ça? Regardez, je vous invite à regarder son projet de 2017, et en 2022, il n'y a pas eu de campagne, vraiment. D'accord. Donc, ah oui, ok, c'est impressionnant. Et donc, si vous devez résumer votre parti politique en quelques phrases et ensuite en quelques mots, donc deux étapes, pourriez-vous le faire? En fait, nous, on met sur la table un puissant projet de redressement national qui se veut le plus puissant depuis 1958, de manière à regrouper toutes les bonnes volontés et regrouper dans la durée 70 à 80% des Français autour d'un certain nombre de mesures structurelles et de réformes qu'on va pouvoir évoquer. Oui, donc justement, ces 15 mesures que nous allons voir, ou les 10, vous me confirmerez, qu'on va aborder dans la suite de l'interview. Et quelles sont les principaux valeurs de votre parti? Donc il y a le patriotisme. Alors oui, il y a le patriotisme, il y a la fraternité aussi. On essaie de faire en sorte que notre petit parti politique, pour commencer, dont soit aussi un exemple de fraternité. Vous savez, dans le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, le principe qu'on a le plus de mal à vivre au quotidien, c'est la fraternité. Parce que la fraternité, c'est pas l'amitié, c'est pas les copains. La fraternité, c'est faire des grandes choses avec des gens que vous n'avez pas choisis. Et nous, Nouvel Essor Français, on a des gens qui viennent de tous horizons, des gens avec qui vous avez des affinités, vous pourriez partir en vacances avec eux, et d'autres moins, parce que c'est une question de caractère, mais on est tous animés par la même chose. C'est la grandeur de la France et de sauver le pays. Je pense que le terme sauver le pays n'est plus si exagéré que cela aujourd'hui. Donc on est animé par le patriotisme, l'envie de sauver le pays, et on essaie de faire vivre la fraternité, et donc beaucoup de transparence dans le fonctionnement de l'organisation, être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et de faire participer un maximum des membres, notamment sur le projet. Le projet, il est collaboratif. Collégialité, contradiction, c'est-à-dire que on estime que pour faire un bon projet, il faut frotter les cervelles les unes contre les autres, et pas que les experts, parce que les experts ont leur propre biais. Les experts en général manquent d'audace, sont fermes dans le juridique, et donc il faut mélanger l'intelligence d'expertise et d'expérience. Il faut les deux, parce que de toute façon, à la fin, c'est pas les experts qui vont décider, ce sont les électeurs. Et donc il faut que le projet parle aux Français, donc sur le fond et la forme. Donc il faut mélanger l'expertise et l'intelligence d'expérience. Il faut les deux. Et pour l'instant, est-ce que vous avez pu présenter ce projet aux Français, et si ça leur plaît, si justement s'ils valident votre produit, et si ça correspond bien à leur volonté nationale? La difficulté qu'on a, vous savez, en politique aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a fait ce produit, le marketing, les réseaux de distribution, ça demande des moyens. On le voit aujourd'hui, vous avez le matériel, faut être compétent, la communication, je veux dire, on est tellement
submergé de communication au quotidien que pour pouvoir émerger par rapport à des grands acteurs et des grands médias, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prend. On est là pour semer des graines d'espoir. Et donc, ce projet, il existe. De toute façon, c'est plus facile de faire la com, entre guillemets, de faire en mauvais français, le packaging, l'emballage. C'est plus facile dans un produit de faire la communication, le marketing, l'emballage que de faire le produit. Quand c'est un produit complexe, évidemment. Donc, un programme politique digne de ce nom, c'est des années de travail parce que tout se tient. Et pour être capable de l'expliquer facilement, clairement, ça veut dire qu'il y a du boulot. C'est un peu comme une application informatique, hein. Sur votre téléphone, plus c'est simple d'utilisation, plus il y a du travail avant. Et donc, le plus dur, c'est de faire le programme politique. Et maintenant, la communication, le marketing, eh bien, effectivement, on est un peu des va-nu-pieds de la politique, hein. On est des citoyens de la société civile. On n'a pas de grandes figures de proue. Il y a des personnalités qui nous aident, hein, très connues, hein, bien sûr. Mais on n'a pas de figure de proue. Je suis pas connu. On n'a pas de grands mécènes. On n'a pas de pognon. Voilà, on est des gens de la société civile, mais on y croit. Et puis petit à petit, on commence à néanmoins se faire entendre, puisqu'en 2025, on a multiplié par 4 nos passages médias, que ce soit chaîne YouTube, télévision, radio, et aussi dans la presse locale. Donc tous les 15 jours, il y a eu une publication sur donc c'est vraiment un parti politique en progrès, on va dire, et que les Français émergents et que les Français ils apprécient votre idée, ils peuvent adhérer en tout cas à cela, parce que votre idée c'est vraiment le meilleur pour la France et rendre sa souveraineté. C'est ça, souveraineté alors nationale et populaire, parce que et internationale. C'est là que ça permet de faire rencontrer les gens qui croient à la France de droite et de gauche, parce que la souveraineté populaire ça résonne plutôt à gauche, la souveraineté nationale plutôt à droite. D'accord, super. Et pour finir, donc c'était super votre mise en valeur de l'aspect de la fraternité, aussi parce que vous acceptez les gens qui viennent de tous les bords horizons et qui veulent justement qui se rejoignent sur la même volonté de transcender la France. Et donc lorsque les silex s'entrechoquent, en fait il y a des étincelles qui fusent, et justement c'est ça que vous cherchez, si c'est bien cela, les idées. C'est vrai qu'aujourd'hui on se dit mais le système est verrouillé quand même, hein, parce que les financements des partis politiques ça privilégie ceux qui sont déjà en place. La règle de l'Arcom, de passage média, il faut que ce soit adossé à des élections, et votre temps de parole il est adossé à des élections. Donc quand vous rentrez sur le marché politique, vous n'avez pas d'élection de référence, donc vous n'avez pas de temps de parole en tant que nouvel électeur français, ou très peu. Donc les parrainages aussi qui sont rendus publics. Donc il y a beaucoup de verrous. Donc c'est difficile de se dire comment faire, mais en fait ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer. Alors on peut pas mettre tout le monde d'accord sur 500 mesures comme nous on le met dans notre livre. Je sais même pas combien il y en a. Je crois que quelqu'un avait compté, c'est 700. Je ne sais pas combien il y en a de mesures, mais enfin il y en a plusieurs centaines. Non. On se dit mais comment faire, et on se dit que il faut essayer de mettre, de faire en sorte que un maximum de mouvements politiques ou de personnalités de la société civile connues se mettent d'accord sur 10 ou 15 mesures d'urgence pour redresser le pays. Et c'est ça notre objectif, parce qu'on estime qu'il y aura une fenêtre d'opportunité si le calendrier électoral est respecté entre septembre et novembre 2026, à la fin de cette année, parce que si vous voulez, à chaque élection présidentielle, il y a un élément perturbateur. Et les médias cherchent un élément perturbateur parce qu'il faut occuper les plateaux quand même pendant 6 à 8 mois. Et donc, ça a été Zemmour en 2022, ça a été Bayrou en 2007, ça a été Nicolas Hulot en 2007 qui a fait son pacte écologique, qui a forcé les partis à se positionner sur ces 10 mesures d'urgence au niveau écologique. Voilà, on peut chevènement en 2002, on peut remonter. À chaque fois, il y a un élément perturbateur. Et on aimerait bien être cet élément perturbateur. Et donc, faire en sorte qu'un maximum de gens de droite et de gauche, de personnalités se mettent d'accord sur 10-15 mesures d'urgence, et sur un grand tableau, une conférence de presse, pacte pour la France, pas un pacte écologique, mais pacte pour la France, avec une dimension écologique évidemment, 10-15 mesures qu'on estime de bon sens et puissantes pour redresser le pays, et de forcer les partis en place à se positionner par rapport à ces mesures. Et donc pour ça, il faut trouver des gens qui sont encore crédibles et médiatiques, type Arnaud Montebourg, type Natacha Polony, type des gens aussi à droite qui sont encore crédibles vis-à-vis des Français. 3-4 personnes ou 5 personnes, conférences de presse, et ramener les médias, qui font venir les médias, et de dire maintenant, vu la situation du pays, on prend les Français à témoin et on prend les partis politiques qui ont des candidats à la présidentielle, et maintenant positionnez-vous vis-à-vis des Français sur ces 10-15 mesures d'urgence qu'on est en train de négocier aujourd'hui. Qu'on va aborder par la suite. Super, merci beaucoup.